Salut à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing est fin, c'est sur motorstv.com. On se retrouve tous les lundis après chaque Grand Prix de cette saison 2012 pour discuter de ce qu'on a vu en piste, en l'occurrence ce qu'on a vu à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne, la 10e manche, en compagnie de Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB. Bonjour. Guten Tag, allais-je dire. Grosse cote, on dit, ou quelque chose comme ça. Dis donc, on avait eu 7 vainqueurs différents lors des 7 premiers Grands Prix. Ça s'est un petit peu calmé cette tendance, depuis 3 Grands Prix. Il n'y a que 2 vainqueurs, dont un qui gagne 2 fois déjà en 3 Grands Prix, qui gagne pour la première fois. Il est le premier à gagner 3 fois cette année. Et j'ai un peu l'impression quand même qu'il a fait, non pas main basse sur le championnat, parce que c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais enfin le vrai patron, on l'a trouvé, c'est Fernando Alonso. Ça ressemble à ça. Je disais grosse cote. Je vais faire le jeu de mots, évidemment. Je ne suis pas Patrick Rivet, mais c'est vrai que là, il a été évidemment dominateur. Fernando, bon, il n'a pas son pareil dans des conditions extrêmement difficiles. Et une nouvelle fois, ça a été un week-end où il a plu. C'était compliqué le vendredi, gras mouillé, machin, humide, enfin, etc. Et puis carrément le dimanche, donc des trompes d'eau pour les qualifs. Il s'en sort merveilleusement bien, comme il s'en était sorti, même s'il n'a pas gagné à Silverstone. Alors, en 3 Grands Prix maintenant, donc tu viens de le souligner, il l'emporte 2 fois, il fait une fois deuxième. C'est clair qu'il est en train de prendre le championnat à son compte. J'avoue que j'étais de ceux qui pensaient, même pendant le Grand Prix, que ces pneumatiques probablement allaient s'effondrer sur la fin, puisqu'on nous avait déjà fait le coup, entre guillemets, à leur corps défendant au Canada et à Silverstone. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Donc là, il a su mener l'affaire. Alors, une petite anecdote, lorsqu'à un moment, son ingénieur un peu excité, lui dit, alors que Vettel remonte sur lui et est tout proche derrière, lui dit « Attention, Vettel est dans la bulle, ça y est, il est dans la seconde, il peut utiliser le DRS ». Fernando, très calme, lui dit « Attends, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je maîtrise ». Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, on est au maximum, on contrôle la situation et Alonso est le futur champion du monde? Ou tu dis que c'est... C'est beaucoup trop tôt. Bon, tu sais très bien ce que je vais te dire. Tu connais le sport automobile comme moi et la Formule 1 en particulier. On est à peine à la moitié de la saison. On basculera dans la deuxième moitié lors du prochain Grand Prix en Hongrie. Après, il y aura le long break de 5 semaines où il peut se passer tellement de choses. Donc non, Fernando est ça on le savait, c'est pas une surprise, est un pilote solide, est un double champion du monde, et est un garçon qui a signé sa 30e victoire, sa 22e pole position. Voilà, bon, il est extrêmement talentueux, l'un des tout meilleurs, c'est évident. Peut-être le meilleur si on prend tout en considération. J'allais dire, il n'y a qu'à voir ce que le pauvre Massa a fait de sa Ferrari pour comprendre immédiatement que la valeur ajoutée, c'est bien le pilote. Elle est située entre le volant et le moteur, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est parfaitement clair. Alors maintenant, il gagne avec un souffle, et ça passe très très fin. Il s'en est fallu de très peu. Et les autres ont commis ou des petites erreurs ou sont partis d'un peu loin pour Button. Non, il est atteignable. Quand on a, pendant une bonne partie du Grand Prix, 3 pilotes de 3 écuries différentes en 3 secondes, ça veut dire quand même que c'est chaud. Alors, on a pas mal de choses à vous dire. On va parler dans quelques instants des Français. Mais si on revient sur le détail de ce classement et de ce qui s'est passé, il y a des petites choses intéressantes à dire. Ouais. Tu le disais, cette bataille à 3 en fin de course. Donc, 3 marques différentes, 3 pilotes, évidemment, champions du monde. On ne se plaignait pas. C'est du lourd. Mais c'est plutôt derrière la bataille Vettel-Button qui a retenu l'attention. Et on le sait, il y a donc eu cette pénalité qui est tombée sur les épaules de Vettel après course. Comment juges-tu cet épisode ? Logique. Sincèrement, je ne suis pas vraiment pour l'interventionnisme de la direction de course. Mais là, honnêtement, alors chacun, évidemment, joue sa carte. Vettel dit oui, j'ai voulu lui laisser la place. Je ne le voyais pas, ce qui est probablement vrai à cet endroit. Maintenant, on sait très bien que dans cette trajectoire-là, sur ce circuit-là, l'intérêt, c'est de l'élargir au maximum pour accélérer au maximum. C'est un avantage que de passer. Il est passé avec les 4 roues à l'extérieur. Il aurait gardé encore 2 roues au bord sur la ligne. On aurait pu penser que. Et vraiment, en revoyant les images, on voit qu'il y avait de la place pour le faire. Donc là, il a choisi l'efficacité au maximum, donc en sortant de la piste. Donc ça lui a procuré un avantage. La logique eût voulu qu'il rende sa place, effectivement. Mais on était dans l'avant-dernier tour. C'était un peu délicat. C'est logique, il prend 20 secondes. Il y aurait eu un petit peu de course encore, il prenait un drive-through. Donc non, moi je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est Derek Warwick qui était le pilote délégué. Moi je pense que j'aurais fait pareil si j'avais fait partie du collège des commissaires. Il a gagné cette place d'une manière, on va dire, pas en respectant en tout cas la piste normale. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas ça nous a fait plaisir, j'imagine toi aussi, de voir que Button revenait un peu au premier plan quand même. Ça y est. Absolument ravi parce qu'effectivement il fait une très belle remontée. Là aussi les essais avaient été un peu compliqués. Puis on se demandait où était Button quand même depuis très longtemps. Ça faisait 3 mois depuis un podium de 2e en Chine, si je me rappelle bien. Donc on ne devient pas un mauvais pilote. C'est donc la voiture qui ne lui convenait pas.
On a fait évoluer la voiture et là, enfin, on a retrouvé Jenson avec une course pleine de bravoure, avec des beaux dépassements sur Schumacher, etc., sur Di Resta. Et puis là, cette bataille à couteau tiré avec Vettel. Et il s'en est pas fallu de beaucoup qu'il soit capable. Moi, ça me fait plaisir. C'est un pilote que j'aime bien, je le dis tout le temps. Et en style de pilotage très, très fin, très, très propre. Et puis quand même de la bravoure. Et puis c'est un gentleman des circuits. Et moi, ça me fait bien plaisir de le revoir dans le coup. Bon, maintenant, il va falloir ramer un peu parce qu'il est encore loin. Avec 68 points, il est 7e devant. Il y a Rosberg 76, Hamilton 92, etc. Il n'a pas encore recollé au peloton. Et ce qui fait peur, Alonso 154 pour lui. Quand on a 68 à mi-course, tu peux te dire à mi-championnat que tout à fait. je ne le mets pas dans les favoris pour le championnat du monde. Je te propose de rester chez McLaren avec Hamilton, qui est l'auteur de l'autre petite polémique du jour. Donc, il n'a pas de chance, effectivement. Il roule certainement donc sur les débris. Sur les débris, cette crevaison. Ouais. Donc, il est hors course début, pratiquement. Ouais. Enfin, hors pour aller gagner. Ouais. Et puis, il se retrouve finalement à être avec les leaders et il se dédouble par rapport à Vettel, qui, on le voit, fait des gestes avec la main, pas content. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça génial de la part d'Hamilton. Oui, c'est ça. Oui, parce que là aussi, attends, là, il faut être logique. Il n'a pas été gêné, Vettel. Parce qu'à un moment, quand justement Hamilton s'est dédoublé, il s'est retrouvé dans la bulle et lui aussi a eu logiquement le droit d'utiliser son DRS. Ça ne lui a pas permis de repasser devant. C'est bien la preuve qu'à ce moment de la course, avec la montre pneumatique qu'il avait, etc., Hamilton était le plus rapide. Il a d'ailleurs failli se dédoubler sur Alonso. Bon, là, c'était un gros morceau quand même. Puis en plus, c'est le leader. On sait qu'au moins d'incidents. Et puis, ils sont arrêtés après. Mais moi, je trouve ça génial. Écoute, qu'un pilote, à ce moment-là de la course, il l'a fait proprement. Il n'a pas gêné Vettel, même si Vettel peut toujours dire oui, bon, ça m'a dégradé dans l'écurie aussi. On plaide ça. Non, je suis désolé. C'est de la course automobile. Il y a un pilote du calibre d'Hamilton, du talent d'Hamilton qui est à un tour. Il a les capacités de se dédoubler. Il le fait. Je trouve ça génial. Bon, alors, on est bien d'accord. Si Petrov avait les moyens de doubler Vettel, parce qu'à ce moment-là, il vient de chausser des pneus, il a des pneus plus tendres, il le double, tu aurais la même réaction? Exactement la même réaction, parce que c'est de la course automobile. Et logiquement, avec les stratégies maintenant, non, tu ne peux pas rester derrière alors que tu as une capacité d'aller plus vite d'une seconde ou d'une seconde et demie, au prétexte que tu es à un tour. Alors attention à ne pas gêner le pilote, on est bien d'accord, à ne pas interférer dans le combat des leaders. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc je suis désolé, on peut toujours dire oui, il nous a gênés. Moi, je dis c'est pas vrai. Alors, je veux qu'on me le démontre exactement, même si évidemment, quand on est dépassé, on peut éventuellement perdre, allez, 1/10 ou 2 quelque part, mais au global, je n'y crois pas. Donc, ce sont des fausses raisons. C'est du sport automobile. Moi, j'aime les gens qui ont du courage, de la bravoure. Donc là, j'ai aimé Hamilton sur ce registre-là. Allez, je voudrais qu'on parle des Lotus. Parce que, alors, le Raikkonen, quand même, là, notre ami Kimi, il nous épate. Il n'est que 12 points derrière Vettel au championnat du monde. Pour un comeback, tout Vettel en plus qu'il est, évidemment, devant lui. Donc, il capitalise extraordinairement. Il est encore sur le podium, mine de rien. Écoute, là c'est pareil. Moi, tu sais, je dis toujours, moi ça ne m'affaiblit pas de reconnaître mes erreurs de jugement. Je vais revenir sur le Raikkonen, le retour de Raikkonen. Je ne pensais absolument pas qu'il ait ce calibre-là, ce talent-là, cette constance-là. Et ça démontre que c'est un excellent pilote. Après, encore une fois, un break moins long que celui de Schumacher, mais tout de même, 2 saisons, c'est pas rien. Et là, il revient parfaitement dans le coup. Il exploite son matériel. Alors j'allais dire, il fait pas de vague pour le moment, même s'il a déjà été sur le podium, il a déjà terminé 2e. Mais tu le disais, au championnat, c'est tout à fait étonnant, 4e, 98 points, à 12 de Vettel et 6 points devant Hamilton. Qui aurait jugé de ça? Bon, la machine est bonne, l'équipe est bonne, Raikkonen est excellent. On a retrouvé le Raikkonen et là aussi, on a vu les allers-retours. Il a peut-être fait moins d'exploits si on regarde, mais non, moi je souligne et je suis admiratif. C'est quand même un champion du monde, il n'a rien perdu. Je pense que quand tu auras tout bien qualifié, parce qu'il est parti de loin, pareil, il termine virtuellement sur le podium, puisqu'à suite à la pénalité de Vettel, il était 4e sur la piste, il se retrouve 3e. Mais là aussi, on peut, le jour où l'équipe Lotus Renault met tout ensemble, il peut peut-être gagner un Grand Prix. Tu as dit, on a retrouvé Raikkonen. Est-ce que dans ce Grand Prix d'Allemagne, on n'a pas un petit peu perdu Grosjean? Alors écoute, on l'adore, de toute façon c'est lui qui a les plus sérieuses chances de victoire et c'est lui qui, on va pas l'enfoncer, il est 8e au championnat avec 61 points, même s'il a été passé là par Button. Il est solide, mais un week-end sans. Là c'est clair, on était perdus pendant les essais. Est-ce qu'on n'a pas travaillé dans la bonne direction? Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a un loup sur la voiture quelconque? On ne sait pas lequel, mais on va peut-être le découvrir. Est-ce que Romain n'était pas dans un bon jour? C'est manifeste, parce qu'au départ, effectivement, on se frictionne, mais enfin, le jeu et le talent du pilote, c'est de ne pas être là-dedans. C'est un petit peu le petit défaut, la petite réserve sur Romain, qui est malheureusement souvent au mauvais endroit. On ne va pas lui reprocher de se battre pour essayer de prendre 2-3 places, surtout quand tu pars d'aussi loin. Mais bon, là, il a tout perdu. Et puis après, sa machine était performante, mais sans plus, même si
s'il a bien roulé en course, mais bon, il termine 18. On le voit 2 fois en difficulté. Ouais. C'est un week-end sorti de... Faut que le prochain, à Hongrie, termine sur une bonne note, là, lui aussi, pour montrer, en tout cas, plus proche de Raikkonen, parce que la référence, c'est Raikkonen, qu'on le veuille ou non. Et du côté de Jean-Éric Vergne et de Charles Pic? Alors, on fait le boulot, pareil. Bon, Jean-Éric, toujours, alors à moins de 2 dixièmes près par rapport à Ricciardo, mais c'est toujours Ricciardo qui est devant. En course, on est proche. Bon, c'est pas mal. Hein. Il termine 14e, juste derrière Ricciardo. Attends, à un dixième. Incroyable. Alors, on peut rien dire. C'est du beau boulot. Mais l'autre est toujours devant. Et c'est un peu ça le problème, même s'il a plus d'expérience que Jean-Éric. Mais bon, là, c'est un bon week-end pour Jean-Éric. Quant à Charles, c'est un très bon week-end. Il est devant en qualif, il est devant Glock, il est devant en course. Il fait un très beau week-end avec le matériel dont il dispose. Une nouvelle fois, il fait le boulot et je pense qu'il progresse bien à cette moitié de saison. Moi, j'aurais vraiment pas parié non plus qu'il soit devant Glock de manière régulière. Et là, c'est le pilote allemand qui, à mon avis, commence, en plus chez lui, en Allemagne, il doit commencer à prendre un coup sur le casque. On voulait décerner un tableau d'honneur, Jean-Luc, tu vas nous dire ça, à Sauber, ces 2 pilotes, Kobayashi, Pérez. Course formidable. C'est magnifique. Écoute, moi, ces deux petits-là, alors voilà, depuis le début, là, c'est pas nouveau. Moi, ils m'enthousiasment parce que voilà des pilotes qui sont à la fois combatifs, courageux, intelligents, mènent souvent des stratégies décalées. Bon, là, ça n'était pas le cas. Partent de très loin et terminent tous les 2 dans les points. En plus, avantagés, puisque là, quand même, avec le déclassement, etc., ils se classent formidablement bien. Kobayashi, 4e, et Pérez, pas loin l'un de l'autre. C'est du superbe boulot. 20 points pour Sauber Ferrari, c'est le meilleur résultat depuis le début de la saison. Et comme il le disait, je crois qu'ils ont totalisé déjà 80 points au championnat. 61 sur l'ensemble de la saison l'an dernier de mémoire. C'est remarquable, c'est un beau boulot. Moi, ça me réjouit, ça m'enthousiasme. C'est 2 beaux pilotes. Et je pense qu'il y en a un qui est pas très loin d'une voiture rouge. Allez, on va le dire. Je l'espère. Et qui est mexicain. Oui, d'accord, ok. Oui, Massa, effectivement, il n'est pas dans les points. On confirme avec tous les soucis qu'il a eus. Weber, tiens, je te rappelle qu'il est 2e au championnat du monde toujours. Il est 8e, puis on ne peut pas dire qu'il ait crevé l'écran. Alors voilà, tu l'as dit, Weber, c'est très étonnant parce que quand même 2e au championnat, avec des belles victoires, donc on l'a vu, Monaco, etc., Silverstone, enfin c'est un pilote solide, il a re-signé, ou il a signé à nouveau pour une année supplémentaire, donc il reste au sein de Red Bull Renault, il est stabilisé, puis là, un week-end sans. Alors ça n'allait pas, en course, il était nulle part, il part 8, il finit 8, donc un Grand Prix pour rien, apparemment il s'est embêté, la voiture n'avait pas l'efficacité. C'est très bizarre, c'est très curieux qu'on puisse être aussi bon un week-end et puis, je ne vais pas dire aussi mauvais, mais aussi transparent le week-end suivant. Ce sera peut-être le problème de Weber. Est-ce qu'il a la trempe d'un champion du monde? C'est ça la vraie question peut-être que tu veux poser. Je ne sais pas. En tout cas, c'est des hauts et des bas. C'est un peu ça le problème. Gagner un championnat, même si, encore une fois, on ne va pas l'enterrer, il a 120 points, 34 points de retard quand même, mais toujours 10 points devant Vettel, il faut le dire. Donc, c'est pas perdu, mais il faudrait que Weber arrive à aligner des performances plus constantes. Comme Alonso, là aussi, je crois que ça fait 20 ou 30 grands prix dans les poins pour Alonso, c'est incroyable. Tiens, en parlant de Red Bull Renault, en 30 secondes, tu pourrais nous résumer la polémique du week-end sur cette enquête, l'illégalité ou pas, la cartographie moteur? Un peu compliqué à comprendre quand même. Qu'est-ce que toi, tu as... Comment tu pourrais nous résumer ça? On va la faire très simple. Comme tu le sais, toutes les monoplaces de Formule 1 sont équipées d'une centrale électronique de contrôle qui est unique, fabriquée d'ailleurs par McLaren, enfin une des sociétés de McLaren, ça ne change rien. Tout le monde a la même. Donc comme ça, il n'y a pas de triche, c'est facile à contrôler, etc. Là, du côté de chez Renault, du côté de chez Red Bull, pas les autres apparemment, pas les autres moteurs Renault. On a travaillé sur la manière dont le couple est délivré, pas la puissance, le couple, de manière à avoir une courbe de courbe très plate et pas avoir ce phénomène de perte de motricité à l'accélération. Donc on a un peu travaillé cet aspect-là en programmant, tout simplement. Apparemment, c'était pas totalement autorisé, mais pas totalement interdit non plus, puisqu'après enquête, on a dit, bon là c'est des guéguerres entre écuries, on a dû porter le paix, parce qu'on a dit à l'accélération ça fait un bruit un peu bizarre. Bon, on a tout de suite, on suspecte un anti-patinage masqué, non, c'est pas ça. C'est qu'on a adapté, justement, par des moyens électroniques, la courbe de couple, je répète, même pas de puissance, de couple à moyen régime pour une Formule 1, de manière à obtenir un peu plus de motricité. Alors, comme maintenant, apparemment, c'est interdit puisque c'est autorisé, puisque tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, peut-être d'autres vont travailler ce dossier-là à l'avenir. Bon, voilà, c'est une petite polémique technico-politico, parce que bon, Red Bull est toujours largement devant au championnat, et ça, c'est le vrai problème pour les autres. 230 points, 177 pour la Scuderia
avec un pilote, on le répète, et McLaren à 160, ça doit commencer à agacer le fait de voir aussi Red Bull Renault aussi loin devant. Allez, dernier mot, 4 Allemands finalement dans les points, hein, puisque Rosberg est 10e, Hülkenberg 9e, même si peut-être chez Force India on espérait un petit peu mieux, Michael Schumacher 7e et puis Vettel. Alors Michael Schumacher, bon, relativement solide quand même, oui, mais pas en mesure de jouer les premiers rôles. Non, on peut en dire un mot. Michael, il fait des belles qualifications. On voit qu'il est survolté par son public. Et puis en course, il est aux limites de la voiture. Hein, même si Rosberg, donc, effectivement, par 21 remonte 10. Bon, par une très belle course, mais un peu anonyme, même s'il va bien. Du côté de Michael Schumacher, on voit qu'en course, il fait ce qu'il peut. Mais en partant là où il était, 3e, et en se retrouvant seulement 7e, c'est pas une bonne course. Hein. Il a fait ce qu'il a pu. On ne peut pas lui reprocher. C'est une course, on va dire, relativement anonyme de Michael Schumacher, qui, je le répète, est en phase de réflexion pour savoir si oui ou non il va continuer sa carrière de pilote de Formule 1. On le saura certainement pendant l'été. Lui il dit j'ai le temps, on verra ça en octobre. Moi je pense pas. Je pense qu'on saura probablement ou au break ou au retour, peut-être début septembre à Spa, parce que c'est important pour Mercedes de communiquer. À mon avis, quoi qu'il arrive, Schumacher restera l'ambassadeur à vie de Mercedes. Maintenant, y aura-t-il une victoire d'ici là? Il y a déjà eu un podium. Je ne sais pas. Après le pilotage, il aura quand même 44 ans pour le début de la saison 2013. À voir. Le break dont tu parlais, c'est donc après le Grand Prix de Hongrie, la semaine prochaine. Là, on enchaîne, hein, il va y avoir dimanche prochain le Grand Prix de Hongrie, et ensuite, effectivement, un mois d'août vierge de tout le Grand Prix de Formule 1. Ce qui est rare. Le break, des fois, c'était 3 semaines, en général 4. Surtout sur une année à 20 Grands Prix. On a réussi à trouver un break Absolument. de 5 semaines. Et un mot très rapide, parce que je sais qu'on est hors des temps, j'aurais mis nous signe, mais c'est pas grave, on sait que vous adorez ça, alors nous aussi. Un mot sur le Grand Prix de France, où donc j'ai eu l'opportunité d'avoir le président de la FFSA, Nicolas Deschaux, en direct dans Motors sur RMC hier, qui a confirmé une étude des dossiers mandaté par Valérie Fourniron, la ministre des Sports, pour étudier les 2 dossiers. Et bon, c'est pas moi qui vais inventer les choses, mais j'ai suggéré pourquoi pas une alternance entre Magny-Cours et le Paul Ricard. C'est ça. Voilà. Et comme ça met tout le monde d'accord. On irait un coup avec on le fait bien en Allemagne, entre le Nürburgring et Hockenheim. Pourquoi pas en France? Et ce serait un bel exemple d'unité nationale. Et ce serait une bien belle nouvelle à la rentrée. Alors espérons, croisons les doigts. Affaire à suivre. Merci de votre fidélité. Vous savez que lors des week-ends de Grand Prix, vous pouvez suivre en live texte l'actualité de la F1 avec nos amis et partenaires f1-direct.com. Merci Jean-Luc. Merci. Bon commentaire sur RMC. Et puis on espère te retrouver évidemment très bientôt pour continuer à débriefer sur la Formule 1. Salut à tous. Salut.